invite à un retour dans le temps et plus précisément au soir du 26 mars 1957. C'était le premier match des séries éliminatoires et aussi la conclusion de la 40e saison de ce sport rapide et excitant qui a émerveillé des millions d'amateurs de hockey au fil des ans. Après un calendrier de 210 matchs, les Blackhawks de Chicago et les Maple Leafs de Toronto étaient exclus des séries d'après-saison. À cette époque, 4 équipes participaient aux séries. On voit à l'œuvre les champions en titre, les Canadiens de Montréal, face aux Rangers de New York. Ce soir-là, les Red Wings de Détroit, qui avaient terminé au premier rang du calendrier régulier, affrontaient dans l'autre demi-finale les surprenants Bruins de Boston. Dans la série Rangers-Canadiens, le tricolore était grandement favori, mais les Rangers étaient tout simplement imprévisibles puisqu'après 5 saisons désastreuses, on les retrouvait finalement en série pour la 2e année consécutive. Le coloré Phil Watson a placé son équipe 2 fois en série et il a redonné une âme à cette formation, la rendant plus combative avec un jeu agressif autant à New York qu'à l'étranger. Cette nouvelle image des Rangers est illustrée par le style de jeu du jeune défenseur Lou Fontinato, le numéro 8, un arrière au style robuste qui n'a pas mis de temps à se faire un nom à travers toute la Ligue nationale. Comme Fontinato redonnait aux Rangers une image plus jeune et plus vigoureuse, Andy Badgate apportait, lui, une nouvelle dimension à l'attaque. L'efficace attaquant de 26 ans, Badgate, le numéro 9, avait marqué au cours de la saison 27 buts et amassé 50 assistances pour terminer au 4e rang des marqueurs de la Ligue nationale. Une autre vedette des Rangers, le numéro 12, vainqueur du trophée Lady Byng, Andy Edmonton, un vétéran qui alliait habileté et sportsmanship. Mais la puissante attaque des Canadiens continuait de terroriser les équipes adverses. Bernard Boum Boum Geoffrion, le numéro 5, avec 11 buts, dont 7 contre les Rangers, a été le meilleur marqueur des séries de 1957. Et le légendaire numéro 9, Maurice Richard, qui, à 35 ans, était le plus vieux joueur du circuit, mais aussi le plus respecté et le plus craint. Malgré son âge, le Rocket possédait toujours ses gestes rapides et ses fins décevantes et il inscrit 8 buts en série pour terminer derrière Geoffrion. Devant le filet, l'unique Jacques Plante, un gardien au style acrobatique qui aimait bien s'éloigner de sa cage. Il était le détenteur du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la Ligue nationale. Les combatifs Rangers ont divisé les honneurs des 2 premiers matchs sur leur propre patinoire, mais tiré de l'arrière 3 matchs à 1 après les 2 rencontres au Forum. Lors de la 5e rencontre, les Rangers faisaient face à l'élimination. Ils se sont battus jusqu'à la fin, forçant l'issue du match en prolongation. Mais après seulement 71 secondes de jeu, l'unique Maurice Richard marquait le but de la victoire et permettait aux Canadiens d'atteindre la finale de la Coupe Stanley pour une 3e année d'affilée. Dans l'autre demi-finale, les Red Wings de Détroit, champions du calendrier régulier, affrontaient les Bruins de Boston. 1957 avait été une saison merveilleuse pour toute la Ligue nationale. Dans les 6 villes, Détroit, Montréal, Boston, New York, Toronto et Chicago, plusieurs amateurs de hockey des États-Unis voyaient du hockey pour la première fois à la télévision d'un bout à l'autre du pays. Et au guichet, dans les 6 amphithéâtres de la Ligue nationale, on avait enregistré les meilleures assistances depuis la fin des années 40. Et c'était aussi une saison remarquable pour les Bruins de Boston. La saison précédente, les Bruins avaient raté les séries par seulement 2 points au classement final. À sa 2e saison derrière le banc des Bruins, Milt Schmidt, à cette époque le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe, a permis aux siens de devenir l'équipe Cendrillon du circuit. Les Bruins avaient occupé le premier rang durant près de 2 mois, mais des blessures à des joueurs clés et d'incroyables malchances les ont assommés. La plus grosse déception pour les Bruins est survenue à la mi-janvier. Le gardien Terry Sawchuk, élu au sein de la première équipe d'étoiles à la mi-saison, a soudainement annoncé sa retraite à cause de graves problèmes de santé. Pour le remplacer devant le filet, les Bruins ont dû faire appel à l'inexpérimenté Don Simmons, un jeune gardien de 25 ans qui ne comptait que 2 années d'expérience chez les professionnels à Springfield dans la Ligue américaine. Les Bruins ont subi une autre malchance 2 semaines plus tard et une autre encore au cours du même mois. L'une de leurs meilleures lignes d'attaque était celle-ci. De gauche à droite, Jerry Topazzini, le vétéran Fleming McKell et la recrue de l'année, Larry Regan. Une blessure à Topazzini, un nez et une mâchoire fracturée, l'a tenu à l'écart du jeu durant 14 matchs et diminuait du même coup les chances des Bruins de participer aux séries.
La bougie d'allumage des Bruins était le combatif Fleming McHale, le numéro 8, qui a marqué 22 buts durant la saison. Mais les Bruins, malgré une blessure sérieuse au défenseur Alan Stanley, rayé de l'alignement pour le reste de la saison, ont terminé le calendrier avec force et caractère pour finalement mériter le 3e rang en dépit de 3 pertes majeures. Les Red Wings étaient établis favoris pour l'emporter pour 2 raisons bien familières. Ted Lindsay à gauche et Gordie Howe. Ils ont pris les 2 premières positions de la course au championnat des marqueurs. Pour Howe, un 6e championnat à 11 ans et le trophée Hart remis au joueur par excellence pour une 3e fois de sa carrière. Les voici à l'œuvre. Lindsay à Howe et le but par 2 des plus grandes vedettes du hockey. Les Bruins, inspirés, ont continué d'être l'équipe Cendrillon. Lindsay et Howe marquaient chacun 5 buts, mais les Bruins ont causé une énorme surprise en éliminant les Red Wings en 5 matchs. Bienvenue à Montréal, où la finale de la Coupe Stanley s'ébranle au Forum, la demeure des champions de la Coupe Stanley et où on retrouve les meilleurs amateurs de hockey. Une histoire d'amour entre les joueurs et le public. À chaque match, depuis 14 ans, on jouait à guichet fermé au Forum. Les Canadiens étaient favoris pour conserver leur Coupe Stanley, mais ils ne prenaient pas les Bruins à la légère. Ceux-ci venaient d'éliminer non seulement les champions du calendrier, les Red Wings, mais au cours de la saison, ils avaient vaincu le tricolore 7 fois, avaient fait match nul 3 fois et n'avaient perdu qu'à 4 occasions en 14 affrontements. L'entraîneur Toe Blake était confiant de passer à l'histoire en remportant la Coupe Stanley à ses 2 premières saisons derrière le banc du tricolore. L'arbitre était Red Story et lors de ce premier match, on assistera à une performance électrisante sous la pression des séries éliminatoires. Maurice le Rocket Richard est stoppé à cette occasion, mais avant que cette première rencontre de la finale soit terminée, le meilleur marqueur de l'histoire enregistrera 4 buts. Ici, il lance haut, vise la partie supérieure et encore une fois, Simmons a raison à courte distance. Au deuxième 20, quand Léo Labine, le numéro 16, trébuche sur le bâton de Bert Olmsted, la punition donne une chance aux Bruins d'inscrire le premier but du match et de la série. L'attaque se met en marche. Larry Regan à Topazzini et 5 attaquants des Bruins envahissent le territoire du Canadien. Regan, le numéro 24, derrière à Doug Moons, qui passe à Fleming McHale, bien posté, qui marque pour procurer les devants aux Bruins, 1-0. On revoit le jeu au ralenti. Regan à Moons. McHale saisit la rondelle sur le retour de la clôture, une toute petite ouverture, mais suffisante pour placer les Bruins en avance. Cette priorité d'un but n'a duré que 3 minutes. Le revers de Moore, Davy et Maurice Richard marquent le premier de ces 4 buts. La marque est égale, 1 but de chaque côté. Moins de 3 minutes plus tard, surveillez bien 2 des meilleurs joueurs de l'histoire se compléter pour enregistrer l'un des buts les plus mémorables. Doug Harvey, le numéro 2, une passe vers le Rocket qui contourne le défenseur pour se diriger seul et marquer un but à la Maurice Richard. Son 2e du match et le 561e de sa carrière. Une punition aux Bruins à Réal Chèvrefils pave la voie au 3e but du tricolore. Doug Harvey encore à Bernard Geoffrion qui déjoue aisément Don Simmons. Avant la fin de l'engagement, les 2 Richard effectuent une montée. Le petit Henry transporte la rondelle qu'il laisse derrière au Rocket qui marque son 3e but de la rencontre, 4-1 Canadien. Au ralenti, le Rocket accepte la passe d'Henry, se présente dans l'enclave et décoche le tir des poignets dans la partie supérieure du filet.
Les Bruins ne lâchent pas prise. Regan et McKell, mais Plante effectue l'arrêt. Les Canadiens contre-attaquent. Les frères Richard encore, mais cette fois Simmons effectue l'arrêt du bout de la jambière devant le Rocket et quelques secondes plus tard, il stoppe le pocket. Mais les Richards n'ont pas terminé leur soirée quand Henry cède le disque à Maurice. Celui-ci marque son 4e but de la rencontre. Pour la 6e fois en série éliminatoire, Maurice Richard marquait 3 buts ou plus dans un match. 2 fois, il en a réussi 4 et 1 fois 5. Les Canadiens remportent le premier match 5-1. Et de Bert Olmsted, Jean Béliveau et Boum Boum Geoffrion, qui a accumulé 67 buts au cours de la saison, malgré une blessure qui a tenu Geoffrion à l'écart du jeu durant 29 matchs. La puissance des Bruins en attaque. Réal Chèvrefils, 31 buts. Don McKinney à sa 3e saison, 21 buts et 7e chez les meilleurs marqueurs. Et le rude Léo Labine, 18 buts pour un total de 70 pour le trio. Le 2e match est aussi disputé sur la patinoire du Forum avec Frank Udvari comme arbitre. Un duel défensif avec comme grande vedette les gardiens de but. Voici un bel arrêt de Simmons devant un tir de Geoffrion. Lors d'une poussée comme celle-ci, les équipes adverses sont en difficulté. Geoffrion et Béliveau avec seulement un arrière entre les deux, mais Simmons brille encore. Il est rare de voir ces deux-là rater une telle chance. Revoyons le jeu. Bob Armstrong est le défenseur laissé seul. Même les Richards sont frustrés ce soir. C'est Henry dont la passe est interceptée. Et voici la poussée solitaire de Vic Stasiak qui subit la double mise en échec de Doug Harvey et de Saint-Laurent. Maurice Richard écope lui aussi d'une solide mise en échec du défenseur Léo Boivin. Et voici Fern Flaman, le numéro 14. Même les arbitres ne peuvent éviter les contacts ce soir. Une punition aux Bruins au 2e engagement permet aux Canadiens de briser l'égalité 0-0. Saint-Laurent remet le disque à Geoffrion, qui a bien vu Jean Béliveau qui s'échappe pour marquer le seul but de la rencontre. Chaque fois que Béliveau marque, les partisans sont toujours debout. Les Canadiens s'agrippent à leur mince avance. Fern Flaman mène l'attaque des Bruins et on ne pourra jamais dire que Bert Olmsted ne se repliait pas sur ce jeu. Les Richards ne lâchent pas. Henry, une passe à Maurice qui se présente seul, mais Simmons résiste bien. Léo Boivin effectue à son tour une montée, mais Jacques Plante est solide. 10 secondes à jouer et les Bruins retirent leur gardien. 6 attaquants des Bruins, une autre mêlée devant le filet de Plante qui met fin au match. Les Canadiens prennent les devants 2-0 dans la série. Les équipes arrivent à Boston pour les 3e et 4e rencontres où les vaillants Bruins vont tenter de stopper les puissants Flying Frenchmen. Une ligne d'attaque solide du côté des Bruins. Johnny Pearson à gauche, Vic Stasiak au centre qui a connu une saison de 24 buts et le vétéran Cal Gardner qui détient le record en titre d'homme de fer parmi les joueurs actifs. La ligne défensive des Canadiens à cette époque, Floyd Curry à gauche, de qui on a toujours dit qu'il n'avait jamais disputé un mauvais match, Phil Goyette au centre et le spécialiste pour écouler le temps durant les punitions, Don Marshall. 2 solides arrières pour les Bruins, le capitaine Fern Flaman à gauche et Doug Mons. 2 raisons qui font que les Bruins, malgré leurs problèmes devant le filet, ont pu conserver la 3e meilleure fiche défensive de la Ligue.
Avec 2 matchs de retard, les Bruins savent qu'ils ne peuvent se permettre de perdre. Simmons est solide devant Goyette, mais les Canadiens prendront rapidement les devants après seulement 90 secondes de jeu sur un tir précis de Bernard Boum Boum Geoffrion. Même au ralenti, sur le lancer de Geoffrion, la rondelle est difficile à suivre. On assiste à des efforts surhumains des Bruins qui tentent de niveler la marque. Topazzini voit son tir stoppé par Harvey. Boivin obtient une chance, mais Plante résiste. Même sur leur propre patinoire, les Bruins ne semblent pas pouvoir contenir la merveilleuse équipe des Canadiens qui embouteillent les Bruins à leur propre ligne bleue et les Bruins sont complètement désorganisés. Après un long moment dans le territoire des Bruins, Goyette remet le disque à Curry qui marque alors que Don Marshall, le numéro 22, bloque la vue de Don Simmons. C'est 2-0 Canadiens, toujours au premier 20. Encore des problèmes pour les Bruins alors que le défenseur Bob Armstrong frappe Geoffrion sur la clôture et se voit décerner une punition pour assaut. Un troisième but pour les Canadiens au premier tiers de cette attaque massive. Moore à Béliveau à Geoffrion qui déjoue Simmons du revers. 3-0 Canadiens. Au ralenti, on voit Topazzini frustré qui frappe Béliveau de son bâton, mais se fait soutirer le disque par Geoffrion. Tirant de l'arrière par 3 buts après 20 minutes de jeu, les chances des Bruins de l'emporter sont minimes. Mais les Bruins sortent en force au deuxième engagement. Léo Boivin, le numéro 20, obtient 2 tirs de la ligne bleue. Et l'infatigable Vic Stasiuk force Plante à se surpasser. Et finalement, McKenny, le numéro 17, brise la glace pour les Bruins qui s'inscrivent au pointage, battant Plante avec un tir dans la partie supérieure. Les Canadiens ne veulent pas s'asseoir sur leur laurier avec une avance de 3-1, prouvant que la meilleure défensive, c'est l'attaque. Simmons stop Curry. Goyette est laissé sans protection devant le filet de Simmons et se saisit du retour du lancer de Marshall pour ramener l'écart à 3 buts en faveur des Canadiens. Regardez le tir de Marshall et le retour saisi par Goyette qui calmement loge la rondelle par-dessus l'épaule de Simmons. Les Canadiens attaquent encore. Geoffrion s'échappe, mais Simmons réussit l'arrêt. Il est trop tard pour les Bruins, mais ceux-ci ne lâchent pas. Flammen découvre McHale posté dans l'embouchure du but qui marque dans la dernière minute du jeu. Marque finale, Canadien 4, Boston 2. McHale est un spécialiste de ces buts marqués à courte distance et glisse la rondelle sous le bras de Plante. À la veille du 4e affrontement, Tom Johnson pourrait signer une 3e Coupe Stanley et une 2e pour Jean-Guy Talbot, âgé de 24 ans, son compagnon à la ligne bleue. D'autres membres de la solide brigade défensive tricolore. À gauche, le sensationnel Doug Harvey. À sa gauche, le jeune Bob Turner, 23 ans. Complètement à droite, Donald Saint-Laurent, un défenseur très régulier comme adjoint à Jacques Plante. On retrouve le gardien Jerry McNeil, durant 4 ans, le gardien régulier des Canadiens. Remarquez le travail de Doug Harvey, le numéro 2, de qui son entraîneur Toe Blake dit qu'il est le meilleur défenseur de l'histoire. Pour une 6e fois consécutive sur la première équipe d'étoiles et vainqueur du trophée Norris. Du côté des Bruins, le gardien substitue Claude Evans et 2 excellents arrières, Bob Armstrong à gauche et Léo Boivin à droite. Lors du 4e match, les Bruins font face à l'élimination devant leurs partisans.
Ils ont vraiment besoin d'un miracle. Seulement une équipe dans l'histoire de la Ligue nationale, les Maple Leafs de Toronto en 1942, a perdu les 3 premiers matchs pour remporter les 4 suivants et remporter du même coup la Coupe Stanley. Les Bruins sont coriaces dès le départ. Regan s'empare de la rondelle, la refile à Topazzini, qui flaire Fleming McHale encore posté tout juste à l'embouchure du filet. Un but typique à la McHale. Au ralenti, la facilité avec laquelle les 3 joueurs des Bruins ont pu prendre à contre-pied la défensive tricolore. McHale, avec un deuxième effort, procure les devants aux Bruins. Une montée typique de Jean Béliveau, mais Don Simmons réussit à conserver la rondelle. Au deuxième engagement, les Canadiens ont commencé à mettre plus de pression sur la défensive des Bruins. Simmons frustre à nouveau Béliveau. Dollard Saint-Laurent réussit à se frayer un chemin entre les défenseurs des Bruins et Simmons sort à nouveau gagnant après une mêlée devant son filet. Vic Stasiuk fait irruption dans le territoire des Canadiens, mais Harvey et Plante combinent leurs efforts pour le stopper. Et Marshall et McKenny se jettent des regards furieux. Jacques Plante a été ébranlé sur le jeu. Mais il a pu poursuivre et les Bruins continuent de s'amuser dans le territoire du tricolore. Plante réussit un autre arrêt acrobatique devant Léo Labine. On a besoin du ralenti pour voir comment Jacques Plante a réussi à frustrer Labine, pas une fois, mais bien 2 fois à courte distance. Labine encore et Plante continue de s'illustrer. On en est à la dernière minute de jeu et les Bruins ont encore leur priorité d'1 but. Jacques Plante quitte son filet à la faveur d'un 6e attaquant. Les Bruins déterminés réussissent à s'accaparer de la rondelle et c'est finalement Fleming McHale avec son 2e but qui va déjouer Maurice Richard qui jouait le rôle de gardien de fortune pour confirmer la victoire des Bruins et forcer la présentation d'un 5e match. De retour au Forum de Montréal, les Canadiens tiennent à prouver à leurs partisans dès ce soir qu'ils sont toujours les champions du monde. 3 jeunes attaquants tricolores de gauche à droite. Claude Provost, âgé de 23 ans, à sa 2e année avec les Canadiens. Au centre, Phil Goyette, reconnu pour ses talents défensifs autant qu'offensifs, et une recrue issue des rangs juniors, André Pronovo. Du côté des Bruins, l'entraîneur Milt Schmidt sourit même si son équipe fait face à l'élimination. L'avenir des Bruins semble prometteur pour Schmidt, aux côtés de 3 brillants prospects. À gauche, Jack Caffrey, Jack Bionda et Buddy Boone. 2 autres jeunes chez les Canadiens. À gauche, Dickie Moore, qui a 26 ans, compte déjà 6 ans d'expérience dans la Ligue nationale, ayant marqué 29 buts cette saison, en compagnie d'Henri Richard, déjà une étoile à seulement 21 ans, qui lui a marqué 37 buts en 2 saisons. 5e match et les Bruins savent qu'ils devront déployer des efforts surhumains sur la glace du Forum s'ils veulent stopper le tricolore ce soir. Les Bruins déclenchent la première attaque. Labine à Chèvrefils qui se rend jusqu'à Plante qui stoppe cette poussée au grand plaisir des partisans. Geoffrion tente de s'approcher du filet ennemi de tous les angles, mais il ne peut obtenir un tir au but. McKenny mène une autre attaque, mais pour les premières 18 minutes, aucune des 2 équipes ne peut s'inscrire au pointage.
Finalement, la puissance des Canadiens a pris le dessus. Un brillant jeu à 3 avec Provo, le numéro 14, à Marshall, le numéro 22, qui laisse la rondelle libre pour Pronovo, qui la pousse derrière un Don Simmons complètement abasourdi par la vitesse d'exécution. Au ralenti, on voit mieux le déroulement du jeu de Provo à Marshall, qui est poussé hors du jeu avant que Pronovo n'arrive en trompe devant le filet. Le hockey est un jeu rapide et rempli de finesse, mais c'est aussi un jeu robuste, voire même rude à l'occasion. Oui, madame, c'est une scène disgracieuse, mais dans une série qui s'allonge et où les mises en échec sont nombreuses, match après match, les caractères s'enflamment. Comme attraction principale, un court combat entre Homestead et Labine. Et avec 5 joueurs au banc de punition, un retour au jeu rapide et fin. L'un des plus beaux buts de cette série. De Harvey à Geoffrion, Amour, et qui marque avec un plongeon spectaculaire. Les Canadiens mènent 2-0. Et le défenseur Bob Armstrong est blessé sur le jeu. Au ralenti, voyez comment Moore et Armstrong volent littéralement au-dessus de Simmons. Armstrong, blessé à la jambe, ne terminera pas la rencontre. Il commence à se faire tard pour les Bruins. Les Canadiens démontrent de plus en plus leur supériorité. Les Canadiens pressent le pas pour augmenter leur avance. Geoffrion rate une chance de marquer et le Rocket voit son effort stoppé par Simmons sur le retour de lancer. Les Bruins s'accrochent désespérément. Dollard Saint-Laurent et Jean Béliveau se complètent bien, mais ils ne peuvent marquer. Et on se demande encore comment Béliveau a pu rater d'aussi près. Au ralenti, remarquez comment Béliveau passe à Saint-Laurent complètement démarqué. Le tir de Saint-Laurent rate le filet. Et au retour, Béliveau contourne le filet et son tir frappe le poteau. Les joueurs de Toe Blake semblent infatigables et continuent d'exercer toute une pression sur les Bruins. Finalement, un tir frappé de Bernard Boum Geoffrion couronne les efforts de toute l'équipe. Quand on se demande qui possède le plus dur lancé dans le hockey professionnel, on mentionne souvent les noms de Babe Dye, Bill Cook, Charlie Conacher, mais le vote de Simmons va certes à Geoffrion. On ne peut éviter les blessures lors de longues séries éliminatoires. Maurice Richard trébuche devant le filet des Bruins et il est à nouveau frappé quand il tente de se relever. Les partisans des Canadiens sont inquiets quand ils voient le Rocket qui ne peut se relever blessé au cou et à la tête. Au ralenti, on voit encore mieux. C'est au moment de se relever après une première chute, tentant de marquer alors qu'il était à genoux, et qu'il est frappé à la tête. Et sa tête heurte durement la surface glacée. Les Canadiens sont maintenant à moins de 20 minutes de la Coupe Stanley. Léo Boivin réussit à décocher un tir stoppé par Plante, mais Labine se saisit du retour et il marque le seul but des Bruins. Plante conteste la décision, mais rien n'y fait. Dernière minute de jeu, Don Marshall concrétise la victoire, inscrivant le 4e but du tricolore. Et Floyd Curry, avec seulement quelques secondes à écouler, enregistre un 5e but. La sirène se fait entendre. Les séries sont terminées. Les joueurs envahissent la patinoire. Les partisans enjambent la clôture pour rejoindre leurs favoris. Les athlètes se serrent la main et se félicitent. L'entraîneur des gagnants de la Coupe Stanley est porté en triomphe par ses joueurs. Un partisan obtient un souvenir très rare de la part d'un joueur. Voilà les jubilations habituelles qui suivent une conquête de la Coupe Stanley. Cooper Smeaton, le curateur de la Coupe Stanley, effectue la présentation.
M. Smeaton félicite le Rocket, capitaine du Canadien. Et c'est une autre saison qui se termine après un total de 225 joutes, âprement disputées parmi les 6 équipes de la Ligue nationale de hockey, soit les Canadiens de Montréal, les Bruins de Boston, les Red Wings de Détroit, les Rangers de New York, les Maple Leafs de Toronto et les Blackhawks de Chicago. Du divertissement et des sensations fortes, voilà ce que vous ont fourni les plus grands joueurs appartenant au jeu le plus rapide au monde.